à toutes et à tous, ravi de vous retrouver sur le plateau de Smart Food. Enjeux, tendances, innovation, business, parcours, l'alimentation sous toutes ses formes. On en parle chaque matin sur Bismart avec mes invités bien sûr et un menu renouvelé chaque jour. Au menu aujourd'hui, les produits alimentaires premier prix dans le contexte actuel de forte hausse des prix. Les produits dits low cost peuvent nous permettre de réaliser de sacrées économies sur notre ticket de caisse. S'ils sont moins chers que leurs concurrents de grandes marques, sont-ils pour autant moins bons lorsqu'ils se retrouvent dans notre assiette? Les dessous des premiers prix dans l'alimentaire, on en parle avec Charles Brumeau. Bonjour. Bonjour Fanny. Vous êtes diététicien nutritionniste, vous avez aussi créé ce podcast qui s'appelle Dans la poire, Absolument. entièrement consacré à la nutrition. Alors c'est vrai qu'on a beaucoup de podcasts dans la cuisine, dans la gastronomie, peut-être moins dans la nutrition, donc si on cherche de bons conseils, on peut vous écouter. Absolument. L'idée, c'est de mieux manger pour tous avec des conseils assez simples, accessibles, j'espère. Et aujourd'hui, on parle de ces premiers prix dans l'alimentaire. C'est vrai que quand on est dans le rayon d'un supermarché, on voit une marque connue, un emballage assez soigné, un prix aussi plus élevé. On imagine logiquement, enfin je ne sais pas si c'est logique, mais en tout cas c'est ce qu'on a en tête assez rapidement, que finalement, si ils sont plus chers, plus beaux, plus esthétiques, ils sont forcément meilleurs sur une composition stricto-nutritionnelle. Est-ce que c'est vraiment le cas ? Pas toujours. Effectivement, on a un réflexe en tant que consommateur. On a des marques identifiées auxquelles on est souvent habitué. On est habitué aussi au goût, au packaging, aux couleurs et tout. Puis on se dit, ça rassure un peu de prendre toujours un peu les mêmes produits. Il y a beaucoup d'habitude dans les actes de consommation. Absolument. Et en fait, dans les premiers prix, il y a donc le premier prix, c'est le prix le plus bas pour la catégorie de produits concernés. Et donc, à côté, il y a les marques de distributeurs. Je ne sais pas si on a le droit de citer des marques, mais bon, voilà, marques de distributeurs. Très connues. Voilà. Et les marques à la télévision. Et les marques des produits. Et en fait, quand on regarde les produits, ça dépend un petit peu. C'est-à-dire qu'il faut fouiller un peu, par exemple, pour du sucre, c'est du sucre. De l'huile, c'est de l'huile. Une brique de lait, c'est une brique de lait. Il n'y a pas 36 ingrédients et tout. Et là, ça peut peut-être valoir le coup. Donc, c'est-à-dire des produits qui sont assez peu transformés au final. Exactement. Et par contre, quand on zoome un peu plus sur les produits où les listes d'ingrédients sont un peu plus élaborées, et bien là, ça dépend vraiment. En fait, moi, j'ai regardé un petit peu plusieurs produits, par exemple, une mayonnaise. Vous avez l'habitude d'aller dans le supermarché, prendre deux produits et hop, la voir tourner et vous comparer les deux étiquettes. Petit exercice de curiosité et là tout de suite, c'est ce qu'on voit, les courses prennent du temps avec vous. Voilà, je le fais pas toujours parce que je le conseille pas forcément toujours aux consommateurs de le faire parce qu'à un moment donné, au niveau de la charge mentale, déjà que c'est énorme. En plus, elle est souvent supportée par les femmes à 80%. Donc beaucoup de choses en tête déjà. Donc si on peut s'épargner, prendre la tête. Déjà, en fait, c'est vrai que quand on regarde la liste des ingrédients, elle est souvent plus longue pour ce type de produit-là. Et j'ai comparé un petit peu toutes les maillots, y compris avec les marques de distributeurs et les marques de produits bien installés. Et en fait, la différence, alors il y a un peu plus d'additifs, un tout petit peu plus d'édulcorants, etc. Mais c'est pas si flagrant que ça, en fait. Donc, je me demande un petit peu si pour certains produits, on paye pas un petit peu le marketing, la pub, le packaging. J'étais un petit peu surpris, entre guillemets, je m'attendais à dire il y a forcément 40 ingrédients dans tel produit, il y en a 7 dans l'autre, donc forcément les produits moins chers, c'est forcément une composition nutritionnelle moins intéressante. Pas tant que ça finalement. Alors vous parliez des marques premier prix qui se retrouvent à côté des grandes marques, généralement elles sont même en bas. À se demander, il faut regarder presque le sol, à se demander si c'est pour ne pas faire de l'ombre aux grandes marques nationales. Un peu plus difficile d'accès, c'est ça. Peut-être, mais entre eux, la société d'études IRA a noté une différence de prix de l'ordre, et c'est une moyenne, de 60%. Alors effectivement, on pense à la publicité, au marketing, à l'emballage. De toute façon, pour avoir un produit moins cher, il n'y a pas 36 façons de s'y prendre. Soit on rogne sur la main-d'œuvre. Donc du coup des produits qui viennent pas forcément, qui sont pas forcément 100% locaux et donc du coup qui sont pas produits dans nos standards à nous de main d'œuvre qualifiée française. Donc provenance heures, déjà d'une part. Soit on rogne aussi sur
les matières premières, effectivement. Elles sont moins nobles? Ouais, par exemple, à la place du sucre complet de canne, on va mettre plutôt du sirop de glucose fructose. On va mettre différents sucres. On va mettre peut-être un peu plus d'amidon modifié, un peu plus de texturants, etc., d'agglomérants. Et en fait, qui coûte moins cher et qui fait du poids. Exactement. En gros, on joue un petit peu plus aux petits chimistes. On va mettre peut-être un peu plus d'eau, etc., pour avoir un poids satisfaisant à la fin. Et on va se retrouver avec un peu moins de matière noble et on va devoir la maquiller un peu plus ce produit, un peu comme une voiture volée, mettre un petit peu de... C'est-à-dire que même de la viande, on va avoir des pièces, la viande qui se retrouverait dans, par exemple, une moussaka ou des nems ou des samosas, par exemple, ce serait déjà un process un peu plus. Et là, on trouverait peut-être d'autres choses. Après, un steak haché, c'est un steak haché. Une viande, c'est une viande, quoi. Donc, non. Donc, a priori, là-dessus, non. Mais est-ce que, par exemple, vous parliez du sucre, avec effectivement du sucre complet qui va être assez rare, finalement, sur ce type de produit. Est-ce qu'on va avoir des compositions nutritionnelles, c'est-à-dire en termes de matière grasse ou de sel, puisqu'on nous alerte aussi sur notre consommation de sel, qui, finalement, laisse à désirer? Oui, tout à fait. C'est tout à fait possible. En fait, ce qui se passe, c'est qu'au lieu d'avoir du sucre complet de canne, par exemple, dans la liste d'ingrédients, on aura peut-être 3 sucres différents, sirop de glucose fructose ou dextrose, ou tous les magiciens doses, entre guillemets, ce qui fait en fait reculer en plus le sucre dans la liste des ingrédients, puisque c'est par ordre d'importance dans les premiers ingrédients. Quand on regarde la liste des ingrédients, elle est composée par liste d'importance d'apparition. Oui, c'est-à-dire l'ingrédient qui est contenu en plus grande quantité se retrouve au-dessus. Puis ensuite deuxième, troisième, etc. Donc ça va reculer dans la liste des ingrédients puisqu'on va un petit peu mettre différents composants qui sont peut-être un peu moins intéressants pour la santé et qui peuvent justement faire un peu plus augmenter la glycémie, notre taux de sucre dans le sang. Donc effectivement, on peut avoir des produits qui soient moins intéressants, mais je rappellerai aussi que c'est aussi une question de quantité et de fréquence. Donc il ne faut pas non plus diaboliser, on ne va pas dire ouais, les produits à 2,15 €, c'est vachement plus mal que 2,80 €. Je ne sais pas si vous en consommez, mais est-ce qu'il y a aussi une différence d'un point de vue simplement gustatif? Ouais, c'est super important. On parle aussi des habitudes de... Parce que finalement, c'est pour se faire plaisir qu'on mange. Aussi, oui. Et surtout en France en plus. Ouais, c'est surtout ces habitudes-là. En fait, le consommateur, quand il va acheter un produit, il va aussi avoir un goût attendu du produit. Et je prends un exemple par exemple, le chocolat, un truc réconfortant par excellence. On a un goût qu'on attend, il est un petit peu... amer, sucré, il y a peut-être des noisettes, il y a peut-être un peu de caramel, etc. tout en même temps, et ça va produire du plaisir qui va monter au cerveau et tout. S'il n'y a pas le goût qui est très attendu, le risque en fait, c'est d'en consommer des quantités plus importantes d'une marque produit pas cher et tout, retrouver ce pour goût avoir que ce l'on rassasiement sensoriel, pour être vraiment genre ça fait vraiment du bien et tout. Donc on peut en consommer peut-être un peu plus qu'une marque en fait d'un produit qu'on avait l'habitude, qui coûte peut-être 30 centimes de plus, mais qui va être vraiment source de plaisir, de réconfort ou d'accompagner la joie d'un moment sympathique. Bon, si on ne consomme que ces produits premier prix, est-ce qu'on peut tout de même garder un régime alimentaire équilibré? Que ces produits-là? Uniquement ces produits-là. Grosse colle. Est-ce qu'on ne risque pas des carences, trop de sucre, trop de sel? En fait, si votre base de régime, c'est uniquement des produits ultra transformés, donc c'est avec le score SIGA, etc., c'est un indice scientifique qui évalue un peu le degré de transformation du produit. Donc si votre base vraiment d'alimentation, c'est ça, effectivement, à long terme, c'est risque un peu plus élevé de maladies cardiovasculaires, de diabète, d'obésité, de maladies dites de civilisation. Maintenant, si vous avez une base plutôt d'inspiration méditerranéenne avec des produits peut-être un peu moins transformés, donc ça veut dire des vrais légumes. Du brut en fait, des produits bruts, reconnaissables, fruits, légumes. Ce qui sous-entend aussi un tout petit peu de temps en plus passé en cuisine, même si on peut avoir des petits trucs sympas de temps en temps, des petites conserves, des petits surgelés qui aident bien et qui justement diminuent la charge mentale et qui nous permettent d'économiser du temps. Là déjà, c'est peut-être un petit peu plus protecteur long terme pour la santé. Donc en fait, c'est pas à diaboliser, c'est plutôt leur donner une place, si possible, relativement modérée. Modérée, oui. Après, si on est pris ou prise par des contraintes de budget, par exemple des protéines pas très très chères, si on revoit un petit peu son budget des courses et tout,
les boîtes d'œufs, c'est 2 euros, 2,15 €. Donc on peut, voilà, vos conseils finalement pour manger équilibré dans un budget très très réduit, c'est se tourner davantage vers les fruits, les légumes, frais ou surgelés, ça fonctionne. De saison, ça coûte moins cher. De saison. Par ailleurs, des bases de protéines qui peuvent être relativement modérées en termes de prix, tels que les œufs. Ouais, limite alternative. Vous avez fait quelque chose il n'y a pas longtemps sur la folie des légumineuses. Oui. Par exemple, les légumineuses, lentilles, moins de 5 € le kilo. Le riz complet, moins de 5 € le kilo. Ça peut être aussi intéressant de les intégrer, et pas forcément continuer à manger de la viande et du poisson 2 fois par jour, parce que c'est ce qui coûte entre 15, 20, 25, 30 € le kilo. Donc, la clé, c'est la diversification finalement. Ouais. Variété. Un peu de cuisine aussi. Voilà, variété, diversité, un peu d'huile de coude en cuisine. Et puis, voilà, et de temps en temps, effectivement, si on n'a pas le temps ou si on est vraiment très pressurisé par le budget, c'est pas le diable en personne, c'est produit premier prix en fait. On associe généralement malbouffe, obésité et précarité. Le débat est encore survenu il y a peu avec cette baguette vendue à 29 centimes, ces côtes de porc à moins de 2 € le kilo. Quel lien on fait entre la nourriture, le manque d'argent et l'obésité ? Vous avez 4 heures. C'est vrai qu'on dit que ce sont finalement les populations les plus fragiles qui ont le moins de moyens, qui finalement une épidémie d'obésité parmi cette population fragile. Comment on l'explique ? Est-ce que justement c'est la faute de ces produits ? En fait, on pense que... Statistiquement, les personnes les plus modestes ont des taux d'obésité plus élevés que d'autres. Donc on se dit aussi, quand on va se parler franchement, on est quand même dans une société un peu pauvrophobe. La pauvreté, ça fait peur aux gens. Et on est dans une société aussi qui est grossophobe, donc qui stigmatise un peu les personnes en surpoids, en obésité, même un peu beaucoup. Et donc du coup, on fait une association, on se dit, tiens, si c'est pas cher, c'est franchement pas très bon. D'ailleurs, regarde, les pauvres, ils sont plus obèses que d'autres et ils consomment également plus ce type de produits. Parce qu'effectivement, on voit que statistiquement, chez les foyers modestes, il y a plus d'obésité. Donc on fait une espèce d'association d'idées. On oublie aussi que le surpoids et l'obésité, c'est une maladie multifactorielle qui dépend aussi de la génétique, des antécédents, des traitements médicamenteux, des antécédents de régime, si on a fait du yo-yo toute sa vie, des variations de poids, du cycle hormonal, des perturbations hormonales, de l'activité physique, du sommeil, de tout ça. Donc on fait une espèce d'association un tout petit peu rapide. Alors effectivement, consommer uniquement des produits très très transformés, tout le temps pain de mie, jus d'orange, plats préparés, on sait, on a des etc. Matières grasses saturées, beaucoup trop de sucre. En excès, effectivement, ça ne va pas aller dans un sens pro-santé, effectivement. Donc c'est cette association qu'on fait là. Parfois un chouïa raccourci et je crois que ça n'aide pas les populations en surpoids et en obésité de continuer à se dire c'est parce qu'elles n'ont pas de volonté et qu'elles consomment ce genre de produits. Ça ne les aide pas trop, je trouve. Merci beaucoup Charles Brumeau, diététicien, nutritionniste, et puis je rappelle aussi votre podcast dans La Poire à retrouver, j'imagine, sur toutes les plateformes. Exactement. Merci à vous, c'est la fin de cette émission. Merci à toute l'équipe qui m'a accompagnée, d'ailleurs toute la semaine. Merci à vous de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous lundi pour un nouveau numéro de Smart Food, nouveaux invités, un nouveau menu. Passez un excellent week-end. À lundi.